bienvenue pour cette 11e table ronde qui sera consacrée une fois de plus au climat et la transition énergétique. Et là, il s'agit d'une démarche tout à fait originale, puisqu'il s'agit d'un hackathon climatique qui est une initiative, un grand concours permettant de développer des applications visant à faire des économies d'énergie. Et vous verrez que les jeunes geeks ne sont pas en mal d'idées et de projets. Donc pour en parler autour de cette table, Cécile Jacques de l'ADEME, bonsoir. Christelle Bridet d'Engie, qui est le nouveau nom de GDF Suez. Timothée Seynaud du Grand Nancy, de la collectivité territoriale. Et puis 3 geeks qui sont les médailles d'or de ce grand concours, qui sont Brice, Mathieu et Ludovic, qui ont mis au point une application, alors j'espère que je vais réussir à la dire correctement, qui est Fantas Geek, c'est ça, hein, qui est en fait là aussi un nouveau mot qui fait référence, je crois, aux super-héros de chez Marvel et de geek, puisque c'est les 4 fantastiques, hein, c'est ça, si mes informations sont tout à fait correctes. Alors Christelle, on va commencer par vous. Un hackathon, donc c'est la contraction de marathon et de hacker, hein, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui a été organisé pour essayer d'incuber pendant 24 heures des jeunes geeks pour trouver des solutions qui soient tout à fait originales. Tout à fait, c'est ça. Donc peut-être repartir un petit peu de Engie qui veut être le référent de la transition énergétique en Europe et dans le monde. Et du coup, pour ça, on a un nouveau modèle à inventer, de nouveaux services, de nouvelles offres à imaginer. Et évidemment, dans un monde plus décarboné, plus digital et avec des solutions de production d'énergie plus décentralisées, puisqu'on vit un monde de l'énergie qui est en pleine révolution. Donc on est parti du constat qu'on voulait pour imaginer ce futur énergétique s'appuyer sur notre ancrage territorial, puisque Engie c'est 2300 personnes en Lorraine. On est présent dans tous les départements, dans toutes les grandes collectivités de France. Et donc on a eu cette idée il y a plus d'1 an et on en a parlé au Grand Nancy, qui va s'exprimer juste après, et qui a eu une approche hyper favorable à notre idée. Du coup, l'idée, c'était bien d'enfermer pendant 48 heures des développeurs, des étudiants, des startups dans un lieu de la Lorraine Tech, hein, donc un lieu de Nancy, du Grand Nancy. Qui n'était pas tenu secret pour l'occasion. Qui n'était pas tenu secret. Les portes étaient ouvertes, mais ils n'en sont pas sortis tant ils étaient attablés et concentrés sur le fait d'essayer d'imaginer de nouveaux services, de nouvelles offres autour de l'énergie pour les villes, voilà, demain. Donc on les enferme, ils ont des ordinateurs, des connexions Internet de la mort, et puis un certain nombre de données aussi pour travailler, je suppose. C'est tout à fait ça. Donc déjà, on mobilise, je dirais, les bonnes âmes qui ont envie de se plonger dans cet univers et d'inventer. Et puis après, effectivement, on leur met à disposition des données, puisque vous savez que le gouvernement a créé les open data, qui consistent à mettre à disposition un certain nombre de données. Et donc là, pour cet exercice, on a travaillé avec beaucoup de partenaires, le Grand Nancy, nous, mais aussi l'ADEME et d'autres partenaires qui ne sont pas présents aujourd'hui, comme par exemple Air Lorraine. Et donc on a mis à disposition de ces étudiants, de ces startups, des données sur les consommations énergétiques de la ville, des aspects mobilité, la qualité de l'air, etc. Et on pourra détailler si vous le souhaitez après. Enfermé pendant 24 heures avec des données, des ordinateurs, des connexions Internet, un objectif, trouver des solutions pour que le grand public fasse des économies d'énergie. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que on fait confiance à des geeks et on fait plus confiance aux ingénieurs pour trouver des solutions. C'est quand même étonnant cette affaire, non, vous ne trouvez pas? Alors justement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on était quand même très présents tout au long de cet événement, puisque déjà il y a eu un workshop en amont pour un petit peu expliquer aux étudiants ce qu'on attendait,
qu'est-ce qu'on savait faire déjà aujourd'hui, aussi bien au Grand Nancy que chez Engie, donc là où c'était pas la peine de réinventer des choses qui existaient. Et puis après, tout au long du week-end, en fait, il y a à la fois des équipes du Grand Nancy, et Timothée d'ailleurs en a fait partie, et aussi des gens d'Engie qui sont restés pour coacher les étudiants et les réorienter quand ils s'égaraient un peu, les aider aussi à bien présenter leurs idées, bien pitcher pour voilà. Alors vous, Timothée Seynaud, qui est du Grand Nancy et qui est un numérique natif, hein, on peut dire ça, hein? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai pris un coup de vieux en fait suite à ce hackathon. C'est vrai? Ouais, non, c'est terrible. Mais pourtant, vous avez Et quasiment... Non, vous faites beaucoup plus jeune, c'est pour ça. Ouais, non, mais c'est terrible. C'est encore plus terrible en fait. Et donc, le Grand Nancy, dans ce projet-là, pourquoi et comment? Alors, c'est vrai que le Grand Nancy a répondu à une sollicitation de la part d'Engie. Et c'est vrai que pour nous, au début, on s'est un peu regardé en se disant, on peut organiser un hackathon, c'était clairement faire le remake des rencontres du troisième type pour nous, parce que c'était vraiment quelque chose, on n'avait pas l'habitude. Improbable. Exactement, oui, très improbable. Mais c'était une très belle rencontre. C'était très important pour nous parce que c'était une mise en œuvre concrète de toute la politique numérique du Grand Nancy. Et puis d'un autre côté, on est très avancé sur tout ce qui est données énergétiques. Par différents programmes d'aide, de subventions, on accumule beaucoup de données sans se rendre compte que ces données peuvent représenter une mine d'or. Et en se connectant au monde du geek, on se rend compte qu'on peut avoir des retours en fait très concrets et qui nous aident dans notre quotidien, dans le quotidien des usagers, dans leurs problématiques et dans leurs relations entre la collectivité et aussi avec leurs fournisseurs d'énergie. Vous êtes en train de nous dire aussi que cette opération-là a permis peut-être de prendre encore plus l'importance de la révolution numérique et pas uniquement dans le domaine énergétique, c'est ça? Oui, exactement. C'est vrai que on voit l'importance et aussi le lien. En fait, j'étais vraiment surpris de leur capacité à comprendre et à s'adapter pour vraiment répondre aux besoins de l'usager et aux besoins de la collectivité également. Et voilà, pour vraiment faire ce lien entre ces trois types d'acteurs. Et non, on a vu de très beaux projets. C'est vrai qu'en 48 heures, ils ont fait beaucoup plus que nous en plusieurs mois. On va garder le suspense encore quelques instants avant de découvrir l'application de la mort qu'ils nous ont concoctée. Et je vais passer la parole à Cécile Jacques de l'ADEME. L'ADEME, quel rôle avez-vous joué dans cet hackathon climat? Nous aussi, on a été contactés parce que Hackathon Climat, on sait que l'ADEME est fortement positionnée, vous l'avez vu avec les différentes interventions de notre président tout au long de cette journée sur la nécessaire transition énergétique, transition numérique aussi. Hein, on maintient et on mène une veille et une prospective sur l'impact du numérique sur l'environnement, parce qu'aujourd'hui, le déploiement exponentiel du numérique et des outils et des plateformes et des data centers, on le sait, génère un impact considérable qu'il nous faut maîtriser et surveiller. Donc on est là à ce titre et on est là aussi parce que notre présupposé est de penser que le numérique est un outil formidable pour cette transition énergétique. Donc on a été effectivement contacté par Engie et par le Grand Nancy. Pour nous, ça nous a apporté aussi, là aussi on est sur des jeunes équipes qui sont en attente de données, vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'ADEME, contre toute attente, met peu de données à disposition. Nous les collectons, nous les analysons et nous en sortons des études, évidemment, mais les données en open data, pour l'instant, sont en nombre peu nombreux. Donc on a, pour une des premières fois, mis à disposition des données agrégées, c'est-à-dire anonymisées, tirées de nos audits énergétiques. Alors, j'ai vu dans les évaluations, parce que les hackers et les geeks ont évidemment évalué l'organisation de ce hackathon, que tout s'était très bien passé et que le seul bémol était sur les données. On pourra peut-être en parler ici ou après, mais moi je suis fortement intéressée pour savoir les données dont ils peuvent avoir besoin. En fait, on est, comme vous le disiez tout à l'heure, sur une génération et sur un mode de réfléchir enfin, vous allez proposer des outils dont on n'imagine même pas qu'ils puissent exister, en fait. C'est pas comme si on se disait ce serait bien de produire tel outil pour mener telle action. Enfin, l'outil et l'objectif, vous allez les définir parce que vous vivez pas dans le même monde que nous, j'ai envie de dire, ni même que les ingénieurs peut-être d'une autre génération, comme vous le citiez tout à l'heure. Donc, de quelles données avez-vous besoin, sous quelle forme, avec quelle précision? Et ça, on est très, très attentif à ce que vous nous nourrissiez pour qu'on puisse vous donner les outils dont vous avez besoin pour massifier cette rénovation énergétique que le particulier, que les industries, que le tertiaire notamment, qui sont des cibles qui sont très difficiles à atteindre en termes de rénovation énergétique, passent à l'acte. Voilà. Et les données, elles étaient bonnes, suffisantes?
Elles étaient suffisantes, très suffisantes. Ouais, il y en avait beaucoup pour toutes les sauces et pour tous les goûts. Nous, dans le cadre de notre projet, en fait, nous n'avons pas utilisé ces données car elles ne rentraient pas dans le cadre de notre projet. Hein. Non. Mais je sais que les équipes qui les ont utilisées, en tout cas, ont été contents. Alors, je ne sais pas quel retour vous avez eu vis-à-vis de ça, parce que les données étaient bonnes, elles étaient exploitables, elles étaient récentes. Donc, si on aurait dû les utiliser, si on avait dû les utiliser, pardon, c'était. Vous auriez fait encore mieux, alors. Qui sait? Cécile, ce genre de projet donc, donne naissance à des applications comme celle-là, qui sont certainement pertinentes, et encore une fois, on va les découvrir dans quelques instants. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Le rôle de l'ADEME, est-ce qu'il s'arrête là? Et je pense aussi, Christelle, la question est aussi pour vous. Une fois qu'on a trouvé cette application qui est pertinente, qui est extrêmement intéressante, que se passe-t-il? Pour nous, il y a différents niveaux d'action et différentes cibles qu'on identifie en termes de progrès, de rénovation énergétique et économie d'énergie possible sur les territoires. Il y a le particulier, comme je le citais tout à l'heure, l'entreprise, l'industrie, le tertiaire, tout le patrimoine de bureaux. Et pour nous, c'est le nécessaire passage à l'acte et la massification qu'il faut engranger. Donc, tous les éco-gestes qui nécessitent un investissement minimal sont pour nous des bonnes choses à prendre. Et tous les outils qui vont pouvoir déployer, encore une fois, à condition qu'ils ne génèrent pas un impact collatéral dommageable ni négatif, sont bonnes à prendre. Et si c'est un outil pour l'exploitant d'un patrimoine immobilier de bureau, si c'est un outil pour un particulier, pour réduire la consommation énergétique, pour nous c'est intéressant. Et là aussi, c'est ce que j'ai noté dans votre projet, c'est bien cette volonté de réduire la consommation, gérer à distance un dispositif de chauffage, ah, attendez, vous êtes en train de révéler... Non, pardon. On va y revenir. Vous, Christelle, est-ce que Engie va proposer cette application à tous ses clients, par exemple? Est-ce qu'on peut l'imaginer? C'est vrai que ce qu'il est important de dire, c'est que les hackathons, ils commencent à s'en faire un peu partout, beaucoup, sur plein de thèmes. Et c'était important avec le Grand Nancy. Dès le départ, on était 100% favorable à ne pas faire qu'un événement one-shot, mais bien de pouvoir accompagner les projets, les gagnants, mais à la limite pas que les gagnants, parce qu'il pouvait aussi y avoir dans les autres idées des choses très intéressantes. Et donc nous, de notre côté, on s'est engagé à coacher et à suivre les projets. Alors après, il n'y a pas un modèle prédéfini, parce qu'en fonction du profil des gagnants, s'ils sont étudiants, évidemment, on va les laisser finir leurs études. Mais si c'est une start-up et qu'elle a une super bonne idée, ça peut être de les accompagner financièrement. Si c'est, ça, vous pouvez le noter. Hein. Voilà, il y a différents types d'accompagnement, soit par de l'expertise, soit par des équipes qui vont aller les coacher. On peut les emmener visiter des centres de recherche. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait le label Engie, de dire c'est recommandé par Engie, qui serait un garant pour son développement? Tout à fait, ça fait partie des scénarios. Alors là, c'est un peu tôt pour le dire, mais ça fait partie des échanges qu'on va avoir dans les semaines qui viennent avec les gagnants, les porteurs de projets, pour voir effectivement quelle suite ils veulent donner à leurs idées et qu'est-ce qu'ils attendent de nous, et nous, qu'est-ce qu'on attend d'eux, et puis on va taper dans la main. Voilà. Mais il n'y a pas un modèle d'Engie prédéfini de qu'est-ce qu'on attend d'un hackathon. Évidemment, ce qu'on attend, c'est de s'en servir. On ne fait pas ça juste pour faire du buzz, de la com et pour dire qu'on est dans le numérique. On fait réellement ça, nous, pour imaginer de nouveaux services, soit pour nous, Engie en propre, mais surtout pour aider l'emploi local, pour aider les collectivités à créer de l'emploi dans leur territoire. Et là, on peut peut-être dire que le Grand Nancy, effectivement, le Grand Nancy, qu'est-ce que vous allez faire de cet outil? D'une part, alors, cet outil en particulier, avec d'autres outils, pour nous, c'est avant tout des idées, parce qu'on a vu vraiment des idées très concrètes qui peuvent nous servir dans notre quotidien. Donc l'idée, voilà, c'est de continuer à accompagner les projets, et c'est de voir comment, au niveau du Grand Nancy, on peut se l'approprier. Donc voilà, comment on peut adapter ça et vraiment le diffuser sur l'échelle d'une agglomération. Donc
donc en l'occurrence l'agglomération du Grand Nancy, ce qui a une taille assez importante. Donc ça pourrait être par exemple une forme de recommandation de la part auprès des habitants de Oui, la exactement, communauté urbaine. Ça peut être une recommandation, ça peut être une aide à la diffusion, ça peut être un vrai partenariat à créer, parce que l'idée c'est pouvoir proposer des applications aux usagers, aux Grands Nancéens, où ils ont un lien direct avec le Grand Nancy, et sur des travaux de maîtrise de l'énergie, sur un aspect un peu plus domotique, qui est une application concrète qui puisse être produite. Donc je propose, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Alors, lequel des trois se lance Vous faites ça peut-être à plusieurs Non. On va présenter chacun un petit bout chacun un petit bout du projet. Ouais. Donc déjà, pour revenir sur le hackathon, oui, on est enfermé pendant 48 heures, mais on n'est pas séquestré. Hein. Il faut bien prendre en compte ça. On a le droit de sortir, on est nourri, on dort. D'accord. Et sinon, ça se passe super bien. C'est une expérience que je conseille à tous les jeunes étudiants et entrepreneurs de se lancer, que vous soyez informaticien, marketeur, designer. C'est une expérience... C'est-à-dire que le fait de travailler dans un laps de temps qui est déterminé, et en l'occurrence assez court, qu'est-ce que ça fait ça vous fait produire plus d'énergie et d'être encore meilleur que si vous aviez pas de limite dans le temps Ça fait une émulsion d'idées en fait. On sait qu'on a 48 heures, pas plus, pas moins. Et au bout de 48 heures, on doit sortir un résultat. Et le présenter en 180 secondes. D'accord. Il y avait, ce qui est également à noter, il y a énormément d'équipes où en fait les gens arrivaient, ils ne se connaissaient pas, ils se sont rencontrés vraiment au hackathon et en 48 heures ils ont réussi à s'entendre, à monter les un vrai équipes se projet. sont constituées sur le terrain. Certains se connaissaient avant, mais la plupart se sont vraiment constitués sur le terrain avec des profils complètement différents et ils ont réussi à émerger. Et il n'y en a pas qui sont partis fâchés. Non, pas vraiment. Non. Bon, alors l'application. Oui, Mathieu. Donc je vais laisser Brice présenter le projet. Alors Brice. De quoi s'agit-il? Comment ça s'appelle d'abord? Alors tout d'abord, l'application que nous souhaitons développer s'appelle EcoWatcher. Alors nous souhaitons plutôt développer un système en fait. Donc ce qui est actuellement présent sur le marché, ce qu'on peut retrouver, ce sont des applications où c'est à l'utilisateur de prendre l'initiative de consulter sa consommation énergétique. Donc c'est l'utilisateur qui doit à chaque fois prendre l'initiative d'éteindre sa lumière ou pas, de regarder ce qu'il consomme, d'aller regarder son compteur. Nous souhaitons proposer un système plutôt intelligent en fait. Donc c'est l'application qui va entre guillemets nous envoyer des notifications pour nous signaler que actuellement on consomme de trop et pourquoi on consomme de trop et nous signaler qu'est-ce qui est consommé en temps réel pour pouvoir interagir avec ces appareils et pouvoir les allumer ou les éteindre en fait. D'accord. Je vais donner un simple exemple. Oui. Par exemple, vous êtes chez vous à la maison, vous avez les lumières allumées et vous devez partir. Du coup, vous quittez la pièce. Vous quittez l'habitation et l'application détecte que vous n'êtes plus dans l'habitation. Et du coup, elle va envoyer un message sur votre téléphone et vous pourrez interagir directement depuis votre téléphone et éteindre la lumière. Donc ça veut dire que ce type de système nécessite des équipements à domicile pour pouvoir détecter les éventuelles anomalies et pour pouvoir les corriger le cas échéant. C'est ça en fait, mais l'idée autour de laquelle on souhaiterait se développer, c'est qu'on souhaiterait pour satisfaire le client, c'est que la domotique qui est actuellement mise en place sur le marché est une domotique assez chère, assez coûteuse et assez contraignante. Donc l'utilisateur doit faire un certain nombre de rénovations, il doit faire... Et d'investissement, oui. Voilà, et donc on partait sur, en fait comme vous le savez peut-être, l'objectif d'Engie en 2020, c'est que toutes les habitations ou tous les bâtiments soient dotés du compteur intelligent. Donc, et nous souhaitons confirmer. Oui. Et nous souhaitons développer une application, tout d'abord, permettant de récupérer ces informations. Donc l'application permettra juste d'être connecté à ce compteur et nous révéler en temps réel ce qui est consommé, Donc ça, c'était le postulat de départ, d'avoir des compteurs intelligents, c'est ça? C'est ça. Sans ça ne peut pas fonctionner. Christelle, vous confirmez? Oui, ils ont été briefés en amont sur effectivement déjà les projets qu'on avait dans les tuyaux. Pour des vendeurs de gaz, c'est intéressant. Et du coup, ils se sont bien projetés justement en intégrant déjà les nouvelles technologies qui allaient arriver. Tout à fait. Donc ça veut dire aussi que... Enfin, est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait représenter en termes d'économie, ce genre de choses? Alors là, vous parliez d'avoir oublié une lampe à la maison, mais je suppose que c'est peut-être d'autres cas de figure. Hein. C'est quoi? C'est
2%, 5%, 10% d'économie dans la consommation énergétique dans les domiciles? Non, sur leur projet, on n'a pas encore C'est difficile, quantifié tout ça. Mais j'ai envie de dire que c'est ça qu'on a trouvé intéressant dans leur projet, c'est que y a encore plein de choses à creuser et c'est pour ça qu'on les a donnés lauréats. C'était parce qu'on avait envie de les coacher et de les accompagner pour que leur idée, elle mature encore. Là où d'autres étudiants, d'autres développeurs avaient des idées peut-être plus abouties, alors plus simples aussi dans leur concept, hein, mais du coup plus aboutis. Et là, du coup, ce qu'on a aimé dans leur projet, c'est puis en plus, ils ont eu des galères techniques et tout ça. Et du coup, on s'est dit, ils méritent vraiment qu'on les suive de près et qu'on retravaille leur concept avec eux. Voilà. Donc là, ce que vous avez produit lors de cet hackathon climat, c'était une sorte de prototype, hein, C'est ça. qui va être, on l'a compris, enrichi de nouvelles facilités, de nouvelles applications, etc. Et là, aujourd'hui, le plan de marche du projet, c'est quelle est la prochaine étape et quand est-ce qu'on aura quelque chose qui sera disponible? C'est une question fâcheuse. Non, on se concentre à fond, on travaille tous les jours pour continuer à développer le prototype. Maintenant, les perspectives dans les mois, voire les années à suivre, c'est de travailler en collaboration avec Engie, avec le Grand Nancy et puis l'ADEME. Et aussi, c'est de donner quelque chose qui soit commercialisable et non plus à l'aspect de prototype. Pour l'instant, notre prototype fonctionne sur une maquette, sauf qu'on ne vit pas dans des maquettes et il faut adapter ça sur de l'électronique de puissance et quitter le monde du micro-ampérage. Donc si on essaye quand même de se donner une fenêtre de temps, c'est quoi? C'est un projet qui pourrait exister 24, 36 mois, plus, moins? Alors, notre idée, elle n'est pas encore... On n'a pas encore une idée claire de notre projet en fait. On pense qu'on attend d'avoir encore un maximum d'idées parce qu'on part sur d'autres pistes pouvant compléter notre application, donc notre système. On voudrait vraiment proposer un système complet et qui réponde à un vrai besoin. On ne veut pas forcément balancer quelque chose dans l'immédiat pour produire quelque chose. On veut vraiment répondre à un besoin. Et on pense d'abord prendre le temps d'analyser ce besoin et de voir justement ce que nous propose Engie et les conseils qu'ils nous proposaient pour développer ça. Alors, si je peux ajouter, c'est vrai qu'avec en plus le premier prix incluait 3 mois d'incubation donc au PADOC. Donc le PADOC, c'est un lieu vraiment, c'est le cœur de notre politique numérique, un lieu à Nancy dédié à toutes les startups numériques. Voilà, c'est un lieu d'incubation. C'est un des 4 totems de la RenTech. Voilà, exactement. Et voilà, le but, c'est vraiment d'accompagner des startups, des jeunes entrepreneurs, leur donner les moyens de se développer, de se lancer. Voilà, un vrai rôle d'incubateur. Et voilà, c'est pour les accompagner. Et les travaux que vous allez conduire, ils interviennent dans le cadre de vos études, je suppose. C'est ça, puisque Brice et moi-même sommes en études d'ingénieur à l'Estine. D'accord. Et Ludovic est à Epitech, Strasbourg. D'accord. Et donc ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de nos études actuellement. Donc vous avez obtenu la médaille d'or, il y a eu aussi une médaille d'argent et une médaille de bronze. Donc il y a eu sur un certain nombre, il y avait une quinzaine de projets, je crois, à l'origine, c'est ça? 17 équipes, donc 17 projets présentés et donc 3 lauréats. Alors, ce qui sera intéressant, c'est de donner quelques informations pour présenter ceux qui ont obtenu la médaille d'argent et la médaille de bronze. Cécile, vous lancez? Je les ai découvertes il y a peu, mais le dispositif Carbon Bike, que vous pourrez peut-être même mieux décrire que moi parce que vous avez le vocabulaire spécifique, mais qui est un dispositif embarqué sur les vélos en libre service proposé par les villes aujourd'hui, qui permet de proposer un itinéraire vert aux cyclistes en fonction du taux de pollution sur le parcours décrit pour le cycliste. Étant cycliste moi-même, je trouve ça particulièrement intéressant. La stratégie du cycliste n'est pas de prendre le chemin le plus court, jamais, c'est de prendre le chemin qui a le meilleur rapport agréabilité, rapidité. Et peut-être aussi le moins dangereux. Oui, et aussi le moins dangereux. Vous vouliez ajouter quelque chose, Timothée? Le concept du GPS qualité de l'air, avec voilà, plein de petites LED sur un boîtier assez visible et voilà, quelque chose de simple et de pratique. Et vous en pensez quoi, vous?
C'est simple, on pensait que c'est eux qui allaient gagner le premier prix. Ils ont fait du très beau boulot. Alors je sais pas si le projet datait du début du hackathon ou s'il était déjà engagé, mais toujours est-il qu'à la fin ils ont proposé un prototype exceptionnellement bien réalisé, fonctionnel. Je dirais pas prêt à vendre, mais il était très bien réalisé. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour terminer, quelques mots sur le troisième prix. Interville, qu'on a trouvé, l'équipe ou le projet Interville qu'on a aussi trouvé particulièrement intéressant parce qu'à l'ADEME, on aide via les conseillers des espaces Info-Énergie un concours qu'on appelle Famille à énergie positive. On met en compétition des familles ou des groupes de familles pour qu'elles fassent des économies d'énergie sur une échelle d'un an et on attribue des médailles et des décorations aux familles qui ont fait le plus d'économies d'énergie. L'ADEME aide aussi au plan national une démarche qui s'appelle Cube 2020 qui met en compétition des entreprises cette fois-ci et qui permettent de fédérer un ensemble de collaborateurs au sein de l'entreprise pour faire des économies d'énergie d'une année N à l'année N+1. Et là, Interville a inventé le même dispositif pour les villes, c'est-à-dire qu'à une échelle de ville, c'est les villes qui se mettent en compétition pour être les plus vertueuses et avoir une émission à minima, et enfin en tout cas améliorer ses émissions de gaz à effet de serre et ses consommations d'énergie. Il n'y a pas de vachette pour le coup. J'espère pas. Vous vouliez ajouter quelque chose, Christelle, sur ce projet Interville, non ? Non, je voulais juste rappeler que cet événement avait été labellisé COP21. Et du coup, c'était important pour tous les partenaires d'avoir ce label Ça lui donne plus de crédit et peut-être davantage de compétiteurs. Oui, tout à fait. Et puis ça montre à la fois l'engagement d'une collectivité comme le Grand Nancy, qui a été précurseur sur plein de sujets dans l'énergie, puis Engie qui est très engagée dans la COP21. Donc c'était deux acteurs majeurs du territoire qui voulaient montrer à la COP21 ce qu'on était capable de faire et ce qu'on sera capable de faire demain grâce à des talents comme... Timothée, cet hackathon a été soutenu par le Grand Nancy. C'est une application, si effectivement elle voit le jour, sera mise à disposition des habitants du Grand Nancy. Est-ce qu'il n'y a pas de problème à ce que les Messins puissent l'utiliser ? Tout est à négocier et voilà. Mais vous parlez donc je vois que les antagonismes sont toujours là. Le troisième prix Interville a notamment eu du succès grâce à cette fameuse rivalité qui est en somme toute très atténuée aujourd'hui. Qui reste assez anecdotique malgré tout. Exactement. Très bien. Eh bien écoutez, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non ? Non, sur la labellisation COP21, c'est bien une labellisation attribuée par le secrétariat général de la COP21, donc c'est vraiment une reconnaissance au plan national. Et il y avait peut-être aussi, on n'en a pas parlé, je crois encore, la nécessité pour être labellisé d'avoir un petit volet international. Et je crois que parmi les concurrents, certains n'étaient pas lorrains et venaient même d'au-delà des frontières. Oui, effectivement, il y avait toute une équipe qui venait de Londres, d'Angleterre, et puis il y avait également certains qui venaient de Belgique, d'Amérique du Sud. Un Indien. Mais justement, à propos et ce sera peut-être notre mot de conclusion, ce type d'application, évidemment, il peut avoir un versant international et être utilisé dans d'autres pays et notamment demandez-leur s'ils ne veulent pas les vendre à l'autre bout du monde, évidemment. Si le projet il va au bout, qu'il est fiable et qu'il est innovant, évidemment qu'on va le vendre dans le monde entier. Écoutez, ça sera notre mot de conclusion et puis on pourra dire qu'on sera très fiers que ça soit Made in Lorraine. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Et puis, dans quelques minutes, vous aurez la possibilité de participer à notre table ronde qui s'appelle Apprendre autrement. Tout un programme et c'est Virginie Bernard qui l'animera. À tout à l'heure.